Bonsoir professeur. Oui, bonsoir. Alors dites-nous, que retenir de ces élections passées? Les universités sociales du Togo, avec le soutien de la diaspora togolaise, avaient décidé de s'impliquer de façon citoyenne dans le processus électoral qui a conduit donc aux élections locales de juin 2019. Et cela nous a permis, d'une part, de constater qu'en définitive, il est toujours difficile d'obtenir une intégrité du processus électoral lorsque le processus est conduit par le régime actuel. Mais cela nous a aussi permis de voir que les citoyens peuvent s'organiser afin d'assurer une meilleure surveillance du processus et, à terme, de protéger le suffrage des citoyens en vue d'obtenir ce qu'on appelle la vérité des urnes. En fait, ce que nous avons fait lors de la surveillance du processus électoral ayant conduit aux élections locales, c'était une espèce de projet pilote pour voir si à petite échelle, nous pouvions mettre en place un dispositif citoyen pour un monitoring citoyen afin de garantir la vérité des urnes. Et je crois que cela nous a apporté beaucoup d'enseignements qui vont nous permettre, j'en suis certain, en termes d'organisation, en termes de planification et en termes d'anticipation, de corriger le tir pour que lors des prochaines échéances électorales, si la mobilisation citoyenne est obtenue, si les citoyens sont suffisamment informés et déterminés et engagés, obtenir certainement un résultat positif lors des prochaines échéances électorales. Ça paraît utopique, ça paraît être un rêve, mais nous l'avons dit dans la salle, notre objectif c'est que progressivement les Togolais prennent conscience du fait que en étant découragés, en étant démotivés et en refusant de participer, on laisse le champ libre au parti au pouvoir. C'est un travail difficile, mais si on décide d'être engagé, comme cela s'est vu dans certains pays, même si la situation est difficile, si on est déterminé, on peut arriver, si on est unis, si on se met ensemble, on peut arriver à protéger le suffrage et à obtenir des résultats en dépit de la fraude. Voilà, vous avez fait une observation citoyenne. Quels sont les grands points que nous pouvons retenir? Nous n'avons pas fait une observation citoyenne dans le sens où nous n'avons pas eu d'accréditation. Nous n'avons même pas demandé à avoir une accréditation. Mais nous avons beaucoup plus fait ce que nous avons appelé un monitoring citoyen, une surveillance citoyenne, c'est-à-dire que ce sont des citoyens déterminés, engagés sur la base du volontariat qui se sont déployés sur le terrain et qui ont observé plusieurs éléments du processus. D'abord le recensement, et nous avons démontré que le recensement s'était très mal fait. Il y a eu dans tous les centres que nous avons surveillés des dysfonctionnements liés à l'utilisation des kits qui ont servi à l'enrôlement des électeurs. Et je crois que cela nous l'avions déjà dit et tous ceux qui sont descendus sur le terrain l'avaient constaté. Donc il y a eu un dysfonctionnement lors du processus d'enrôlement. À quelle fin? C'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce qu'on s'est arrangé pour que les kits fonctionnent mal, qu'ils tombent en panne, qu'on mette 3 heures, 4 heures, 5 heures avant de se faire recenser? Nous avons donné comme exemple, quand vous entrez dans un bureau, dans un centre pour vous faire recenser, quelqu'un a le temps de faire le déplacement de Lomé à Kara avant que vous ne puissiez ressortir avec votre carte. Ça a été un élément que nous avons relevé et qui constitue une grosse anomalie. En dehors donc de ces anomalies liées à l'enrôlement défectueux, nous avons également montré que les médias publics ont eu un traitement totalement inégal de la couverture de la campagne électorale, avec un gros penchant en faveur du parti au pouvoir. Les reportages concernaient le parti au pouvoir et les partis d'opposition avaient très peu voix au chapitre, ce qui est totalement inadmissible si on se réclame d'une démocratie. Et enfin, le dernier élément sur lequel nous avons également mis des surveillants sur le terrain, bien sûr, c'était le jour du vote. Et cela nous a permis de démontrer qu'il y a encore des dysfonctionnements qui sont inacceptables, des procès-verbaux qui ne sont pas adaptés. On a eu cette fois-ci, pour la première fois, des procès-verbaux sur des papiers A4.
Donc ça vous oblige en tant que représentant d'un parti à sortir pour aller faire des photocopies, alors que jusqu'ici c'était des procès-verbaux sur papier carboné. Et une fois que la première page est remplie, chacun a une copie du fait de l'existence justement de ces papiers carbonés. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la CENI a voulu innover de façon totalement négative cette fois-ci. Nous avons également démontré qu'en dehors de ces dysfonctionnements, il y a encore des cas de fraude avérés dans notre pays. Bien sûr, on s'y attendait, mais cela a encore été démontré avec des bourrages d'urnes, avec des bulletins uniques, mais qui sont quand même prévotés. Et donc cela pose la question de la responsabilité de la CENI. Comment est-ce que des gens ont pu disposer de ces bulletins uniques, prévoter ces bulletins pour ensuite les utiliser pour des bourrages d'urnes. Et cela nous a également interpellés puisque des personnes ont été vues, des personnes ont été prises en flagrant délit, mises à la disposition des forces de l'ordre, mises à la disposition de la justice, mais nous avons l'impression que l'impunité, une fois encore, a prévalu. Le code électoral a pourtant des dispositions pénales qui permettent de régler ce genre de difficultés. Mais lorsqu'il s'agit de personnes arrêtées pour avoir procédé à des bourrages d'urnes en faveur du parti au pouvoir, on a l'impression que ces personnes sont purement et simplement relâchées. Et donc cela pose encore beaucoup de questions par rapport aux échéances électorales à venir. Ce sont autant de constats, autant de dysfonctionnements sur lesquels nous invitons l'ensemble des acteurs, l'ensemble des forces démocratiques à réfléchir et à voir ensemble comment est-ce qu'il va falloir se prémunir pour que 2020 se passe autrement. Alors justement, en 2020, voir ce que vous appelez la vérité des urnes. Les universités sociales du Togo ne seront certainement pas seules. Ici, nous avons fait un essai avec la diaspora. La diaspora a initié ce qu'on a appelé le Front citoyen contre la fraude. Nous avons, en tant que membre de Espérance pour le Togo, enclenché une dynamique. Il s'agit en fait de la dynamique unitaire et nous allons tout faire pour que, en tout cas, la majorité des forces vives puissent se retrouver ensemble, s'organiser ensemble et enclencher quelque chose de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, le peuple est désabusé et le peuple a besoin d'un nouveau projet. Un projet qui démontre la possibilité d'obtenir autre chose en 2020 et nous sommes en train de travailler à cela. Nous ne serons pas seuls, c'est sûr. Nous participerons dans un grand mouvement d'ensemble à mettre sur pied plusieurs axes stratégiques qui vont englober vraiment beaucoup d'aspects sur lesquels nous n'allons peut-être pas insister ici. Mais l'objectif, c'est que nous puissions prendre l'initiative pour que les quelques mois qui vont nous conduire à 2020 démontrent autre chose et redonnent confiance à la population togolaise. Alors, il y a certains qui pensent que la dynamique unitaire est importante, certains pensent qu'il faut travailler de manière, en tout cas, à ce que chacun lutte de son côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'on peut concilier les deux. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux? C'est que certains disent chacun doit lutter de son côté. Mais si en luttant de son côté, on fait en sorte qu'on tire l'attelage dans le même sens que les autres, là je pense que c'est bon, c'est positif pour ce que nous voulons. Mais si en luttant de son côté, on tire l'attelage dans le sens contraire, là c'est sûr qu'on ne pourra pas avancer. Et donc, lorsque nous parlons de dynamique unitaire, nous ne pensons pas qu'il faut créer une coalition unique où tout le monde se retrouve. Non, il y aura plusieurs axes stratégiques à développer. Chaque entité pourra se positionner par rapport aux différents axes stratégiques, mais ces axes vont tous concourir à un seul et même objectif. Merci. Je voudrais ajouter une mise en commun des moyens et des idées. Deuxièmement, quand on dit que certains pensent que la dynamique unitaire ne sont pas bon, il faut envisager de faire la politique autrement. Si la politique vise le bien-être de tous, on peut agir dans une unité d'action tout en gardant nos différences. Donc il y a même une compréhension de la dynamique unitaire d'abord au sens de conception avant d'aller sur le terrain. Donc évitons la confusion de dynamique unitaire égale parti unique ou bien égale tout le monde sous la même bannière. C'est pas ça. C'est au niveau des actions, comment faire pour qu'en gardant nos différences, on vise quelque chose qui soit commun.